Bonjour et bienvenue à l'interview. Aujourd'hui, je reçois Georges-Louis Boucher. Bonjour. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas bruxellois, mais vous êtes là parce que vous êtes délégué général du MR. D'abord, dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire, délégué général du MR ? En fait, mon rôle essentiellement sera de créer toute une série d'activités au sein du parti, d'avoir des idées nouvelles aussi en vue des programmes futurs, mais également d'avoir un rôle de communication par rapport à l'action que l'on mène au niveau du gouvernement, que ce soit en interne ou à l'externe, puisque même au niveau de nos membres, il faut toujours expliquer ce que l'on fait. C'est une des bases même de la politique d'ailleurs. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, finalement, exact. À la place d'Olivier Chastel. Vous allez donc apporter la bonne parole du MR ici. Et la première question, c'est une question d'actualité sur le Brexit. C'est l'actu du jour, évidemment. On ne sait pas ce que va donner le vote des Britanniques. Mais s'ils votent pour une sortie de l'Union, est-ce que c'est vraiment une catastrophe ? Je le pense, parce que ça risque d'avoir un effet domino important. En réalité, c'est comme toute incertitude. On rentre un petit peu dans une spirale dont on ne connaît pas l'ensemble des tenants et aboutissants. Mais ce qui est surtout assez emblématique dans ce dossier, c'est de voir un petit peu que David Cameron a joué à l'extrême le côté de manipulation de l'Union européenne. C'est-à-dire que pendant la campagne, il fallait un peu taper sur l'Union européenne parce que c'est toujours un peu populaire, ça permet d'aller chercher des voix. Et puis maintenant qu'il est aux responsabilités, il se dit pourvu que mon pays ne sorte pas de l'Union. Ça serait une catastrophe pour les Anglais, ça c'est sûr. Ça serait également un grand problème pour les autres États. Ça va à la fois être des difficultés économiques, mais aussi le réveil de toute une série de nationalismes. Ça pourrait être le premier domino qui chute de toute une série vers la fin de l'Union européenne. Et ça, je crois qu'on n'en a pas assez conscience. Alors, on a toujours dit pendant tout un temps que la Belgique était un pays historiquement européen. Et puis, on a vu des sondages où finalement, l'Europe, mais ça ne marche pas si bien chez nous. Est-ce qu'il y a un risque aussi en Belgique ? Bien sûr, il y en a un partout. Mais à force de dire du mal de l'Union européenne, c'est normal qu'on ait ce genre de sondage. Je vais vous donner un exemple très concret. Prenez le président du Parti socialiste, qui est aussi bourgmestre de ma ville, celle de Mons. Par hasard. Il dit en permanence du mal de l'Union européenne, de la Commission. Mais il oublie de dire que ma région, celle de Mons, a été arrosée à coups de centaines de millions d'euros d'argent européen pour mettre sur pied des projets de développement. Il oublie de dire également que sans l'euro, nous n'aurions pas cette stabilité économique. Vu le petit pays que nous sommes, toute la crise économique aurait eu des conséquences terribles chez nous. Même chose sur la sécurité, même chose sur la crise des migrants. Alors que l'Europe doive s'améliorer, ça c'est une évidence. Il faut la réformer. Mais ce n'est pas une raison pour tout jeter. La base est excellente. Demandez aux centaines, aux milliers d'étudiants qui voyagent via Erasmus. Demandons aux entreprises, et les entreprises belges exportent énormément. Tout ça, ce sont des bienfaits de l'Union européenne. J'ai bien compris, vous y tenez à l'Europe. Mais maintenant, Exactement. parlons de ce qui va se passer demain. Demain, c'est grève générale, FGTB et syndicats des employés chrétiens qui ont décidé une grande action. Il y en aura d'autres en octobre à la rentrée. Est-ce que, pour vous, vous utilisez le même terme que le Premier ministre en parlant de radicalisme syndical ? Le radicalisme, c'est quoi ? Être radical, le mot veut bien le dire, c'est aller dans une certaine extrémité, c'est aller au-delà du raisonnable. Pourquoi c'est au-delà du raisonnable ? Parce qu'on est en phase de négociation sur toute une série de questions, par exemple la pénibilité des carrières en matière de pension, que pour d'autres, ce sont des accords qui ont été pris entre les travailleurs et les employeurs qui sont appliqués, même si ce n'est que partiellement par le gouvernement. Et enfin, troisième point, il y a des décisions où nous avons des divergences, vraisemblablement, mais où nous attendons aussi les contre-propositions, puisque pour prendre une série de mesures, comme par exemple le saut d'index, ça a été très fort contesté. Mais le saut d'index a permis à la Belgique de rattraper son retard par rapport aux autres États en matière de compétitivité. Résultat des courses, oui, mais il y a des résultats concrets. C'est 90 000 entreprises créées en Belgique, 65 000 emplois de plus. C'est aussi une réalité dont il faut tenir compte. Mais vous empêchez finalement une espèce d'expression libre dans la rue des gréfistes ou des manifestants demain en disant non, cela ? Pas du tout. L'expression se fait. Moi, je dois vous dire que je savais que je venais à cette interview, il faut toujours un petit peu préparer, et j'ai essayé de rechercher les revendications des syndicats pour la journée de demain. Je suis bien incapable de vous les dire à l'heure actuelle. Et c'est ça qui est dérangeant. C'est que nous ayons des divergences sur des dossiers et que demain les syndicats manifestent avec un mot d'ordre en particulier, par exemple sur l'âge de la pension, par exemple en matière salariale, eh bien là on sait de quoi on parle et on sait négocier. Le problème de la revendication de la CGSP, essentiellement, c'est qu'ils ne sont pas d'accord avec la composition du gouvernement, ils auraient préféré le Parti socialiste en son sein, et donc ils manifestent. C'est pas négociable ce genre de choses, c'est détourner le combat syndical, et ça je trouve ça dommage.
il y a quand même des thèmes. Hein. Il y a la pension 67 ans, il y a l'austérité de manière générale, la flexibilité. Il y a quand même des thèmes. Mais je voudrais que vous réagissiez à ce que Bart De Wever disait des syndicats. Donc, Jean-Michel parle de radicalisme syndical. Vous soutenez cette terminologie. Bart De Wever, lui, estimait que Marc Goblet n'avait que 3 neurones. Est-ce que c'est pas aller trop loin de parler de quelqu'un comme cela ? Manifestement, les présidents de parti s'expriment comme ils le souhaitent. Manifestement, je considère également que ça va trop loin. Il ne faut pas s'attaquer aux personnes, qu'à un moment donné, on ait des divergences, que l'on considère que Marc Goblet se trompe, et moi je pense qu'il se trompe. Et d'ailleurs, il fait plus de tort à la cause syndicale et à la cause des travailleurs qu'à ma famille politique, parce que la manière dont il agit, on le sent bien, la population sent très bien que ce combat n'est pas légitime, ou en tout cas la manière dont il se manifeste. On doit négocier, on doit avoir des revendications claires, et si on n'est pas d'accord, des contre-propositions. Par contre, l'insulte n'est jamais une solution, et donc je trouve que cette phrase est vraiment malheureuse et n'apporte rien au débat. Alors, on a l'impression que le gouvernement a besoin de s'expliquer, comme si, un peu comme Calimero, le gouvernement se plaint qu'on ne l'écoute pas, qu'on ne le comprend pas, et donc du coup, Jean-Michel est obligé d'utiliser des techniques avec des émissions spéciales sur Bel RTL, par exemple, pour faire connaître sa voix. Donc sa voix, vous êtes là pour la porter, on le disait tout à l'heure. Pourquoi vous estimez-vous si incompris ? Qu'est-ce qui n'est pas compris dans votre message ? Je pense qu'il y a 2 paramètres. Il y a un premier paramètre qui est médiatique. On est le seul parti francophone au gouvernement. On a plus ou moins, on va dire, 5 formations politiques qui sont dans l'opposition. Et donc, il est normal qu'il y ait un déséquilibre dans la manière dont cette information passe, puisque c'est 1 contre 5. Et donc, ça nous met dans une situation où on doit faire preuve de beaucoup de créativité pour faire passer les idées. Deuxième paramètre, c'est parce que les réformes que l'on met sur pied ne sont pas simples. Elles ne sont pas simples, ce sont des choix difficiles à porter, mais que nous pensons nécessaires sur la durée. Il est bien plus facile d'arriver au gouvernement et de dire il y a de l'argent, ou même quand il n'y en a pas, et j'augmente tout le monde de 300 €. Ça, c'est facile, il ne faut pas l'expliquer. Par contre, quand vous faites des réformes en matière de pension, en matière salariale, en matière d'aménagement du temps de travail, eh bien oui, ce sont des mesures nécessaires pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse, pour permettre aux individus d'améliorer leur bien-être. Mais ce qui se passe, c'est que ça demande un travail de pédagogie. Parce que dans un premier temps, on ne voit pas nécessairement tous les effets. Et d'ailleurs, et je terminerai là-dessus, c'est un point très important. Parce que le principe d'être homme politique, ce n'est pas nécessairement de prendre une mesure qui est populaire au prime abord. C'est de prendre une mesure qui parfois est très difficile, parfois même impopulaire, mais dont on est certain qu'elle sera bénéfique pour le pays et pour l'ensemble des citoyens. Parlons de la flexibilité, de cette semaine des 38 heures qui devient une semaine des 45 heures, de temps en temps tout au long de l'année. Et là, je suppose que vous plaignez que les syndicats ne mettent en avant que le fait que c'est une semaine de 45 heures. Mais ce sera quand même une semaine de 45 heures. Mais non, pas du tout. C'est laisser un peu de flexibilité à la fois aux travailleurs qui peuvent être demandeurs. On peut avoir des travailleurs qui considèrent, allez, c'est l'euro par exemple. Grâce à ce mécanisme où on calcule la semaine non plus sur un mois mais sur l'année, le taux horaire, eh bien ça permettrait par exemple à un travailleur de travailler beaucoup plus en mars et en avril et de récupérer ces heures-là pendant la période de l'Euro de football s'il veut aller suivre les Diables Rouges. Pour un employeur, c'est exactement la même chose. Quand vous vendez des glaces par exemple, il est normal que vous allez en vendre plus entre juin et septembre. Par contre, vous avez beaucoup plus de disponibilité en décembre et janvier. Donc le temps de travail ne change pas. C'est juste laisser la liberté aux individus de s'adapter selon leurs envies personnelles. Mais qui a la liberté au bout du compte ? C'est plutôt l'employeur qui a cette liberté-là. Est-ce que vous ne donnez pas un peu... Vous dites, allez, tout va s'arranger dans les entreprises, ils vont s'arranger entre eux, ça va aller très bien. Vous y croyez vraiment, ça ? Mais bien évidemment, pour une raison très simple. Puisque le taux horaire reste à 38 heures et non pas 45 comme c'était indiqué. Si même un employeur voulait abuser et pendant 3 mois vous faire travailler, même si là également il y a des règles qui existent, eh bien il serait quand même à un moment donné pénalisé puisqu'il ne pourrait plus faire appel à son travailleur pendant toute une période. Premier aspect. Deuxième aspect, je pense qu'il faut arrêter dans ce pays de voir à chaque fois des employeurs comme des gens suspects, comme des coupables. À chaque fois, c'est l'image qu'on en a. L'employeur exploiteur. Je rappelle quand même que 90% des emplois dans ce pays sont créés par des PME. Et donc le patron, ça peut être votre voisin, ça peut être votre cousin. Donc c'est pas quelqu'un qui roule en Bentley et qui fume un gros cigare. Et enfin, troisième aspect, pour les entreprises avec un plus grand nombre de travailleurs, eh bien là, la négociation
syndicale demeure et la protection syndicale demeure au niveau de l'entreprise, ce qui permet de ne pas faire tout et n'importe quoi. Et donc avec ces 3 garde-fous, je ne vois pas de quoi on se plaint. Juste un dernier mot. Les pays où il y a le moins de chômage à l'heure actuelle, au niveau scandinave, qui sont souvent pris en exemple, ont une flexibilité beaucoup plus grande. Et la flexibilité, finalement, apporte plus de sécurité aux travailleurs et plus de bien-être. À l'heure actuelle, en Belgique, le droit social est tellement lourd que parfois, des employeurs licencient des travailleurs tellement le passif social, c'est-à-dire les années qu'ils devraient payer en cas de licenciement futur, eh bien, sont élevées. Est-ce que parfois, cette flexibilité ne risque pas de tuer aussi les heures sup? Parce qu'on peut se dire, tiens, quand il y a plus de boulot dans une entreprise, eh bien, ça peut faire des heures sup supplémentaires, ce qui peut être intéressant pour le travailleur. D'un autre côté, vous dites ça, mais ça peut aussi tuer le chômage économique. Puisque à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien oui, on a parfois recours peut-être à des heures sup, mais après on met quand même le travailleur 6 mois plus tard en chômage économique parce qu'il y a des intempéries ou parce que la question ne se prête plus. Et donc il ne faut pas tout le temps voir l'aspect négatif des choses. Justement, par exemple, je travaille dans la construction, j'ai une entreprise de construction. Est-ce que c'est plus intelligent de recourir au nouveau système du gouvernement ou de devoir mettre des ouvriers en chômage économique pendant des mois et après être paralysé à cause du coût du travail, à pouvoir les faire travailler plus en juillet et août, quand on pourrait peut-être prendre plus de chantiers? Eh bien, au moins ici, c'est une mesure qui permet aussi aux entreprises de pouvoir faire face à ces situations. Et je rappelle juste une chose, à partir du moment où on a des PME en bonne santé, ça veut dire que ça crée de la richesse dans le pays. Ces PME payent de l'impôt et donc on a de l'argent pour faire vivre les services publics. Dernier thème, c'est couac à répétition entre le fédéral et les entités fédérées. On a vu les étudiants en médecine qui se retrouvent sans numéro INAMI, les psychomotriciens qui n'ont plus de diplôme, la taxation des sacs en plastique. Il y a beaucoup de choses où le fédéral et les fédérés n'ont pas le même discours. Comment est-ce qu'on peut arranger ça? Qui est le plus fort en fait? Qui doit décider? Alors, je crois que dans un État fédéral comme le nôtre, où l'ensemble des entités sont sur un pied d'égalité, le vrai enjeu, c'est qu'au niveau des réformes de l'État, on devrait enfin réfléchir à confier des leviers à des niveaux de pouvoir. Quand je parle de levier, ça veut dire qu'il faut avoir une politique de A à Z. Je vais vous prendre un exemple au niveau de la fiscalité. On a beaucoup critiqué le tax shift en disant c'est une diminution de la fiscalité sur le travail et vous compensez sur les accises par exemple. Mais nous n'avions pas d'autre marge de manœuvre. La fiscalité environnementale est au niveau des régions. La fiscalité sur le droit des successions et de donations est au niveau des régions. Même chose pour la fiscalité automobile. Mais ça veut dire que le levier fiscal doit être au fédéral? Ça veut dire être aux régions? Ça, le débat est à mener. Mais en tous les cas, il est certain qu'il faudrait qu'un niveau de pouvoir et l'intégralité d'un levier. À l'heure actuelle, on a tellement morcelé les compétences que finalement, dès que vous prenez une décision, il y a toujours un choc qui se fait au niveau d'une entité fédérée ou alors au niveau du fédéral. Et ça ne va pas, ça ne permet pas d'avancer efficacement. Et la fédération Wallonie-Bruxelles, est-ce qu'elle a encore du sens pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous vous voyez dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce qu'elle existera encore? À vous parler, mais là je m'exprime à titre personnel, puisqu'au niveau du parti, il y a encore beaucoup de débats. Vous parlez à un grand partisan de la fédération Wallonie-Bruxelles. Je pense que la chance des Bruxellois, en tout cas l'opportunité des Bruxellois, c'est ce lien avec la Wallonie qui est une terre avec beaucoup de main-d'œuvre, avec beaucoup de territoires à exploiter, mais c'est aussi la grande opportunité des Wallons de pouvoir compter sur Bruxelles, qui est la vraie vitrine de notre pays. Je n'arrive pas à comprendre les francophones. On a une chance admirable dans ce pays, c'est que notre carte de visite internationale, Bruxelles, est majoritairement francophone. Et plutôt que de travailler aux synergies entre francophones, on essaye de se séparer. Ça n'a pas de sens. Faisons de Bruxelles une richesse. Exemple très concret, il existe à l'heure actuelle un organisme qui s'appelle Wallonie-Bruxelles Tourisme et qui fait donc la promotion de la Wallonie et du Bruxelles à l'étranger. On veut le diviser à partir de janvier 2017. Quel sens ça a d'aller au Japon vendre Bastogne ou Mons sans Bruxelles dans l'escarcelle, et inversement, quel sens ça a d'aller vendre Bruxelles et de ne pas montrer tous les atouts de la Wallonie? Merci Georges-Louis Boucher. Demain, merci à vous. Vous retrouverez Stéphanie Meyer avec Pascal Smet.